Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, votre quotidien en ligne. Je suis Hervé Hérault, le président fondateur des éditions du Petit Journal. Certains d'entre vous me connaissent, c'est un plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite à tous une très belle et heureuse année. On sera évidemment à vos côtés. Aujourd'hui, vous êtes inscrits pour assister à ce webinaire organisé avec notre partenaire HEC Montréal sur la thématique « Comment les compétitions façonnent les leaders de demain ». On va avoir la chance d'échanger pendant une petite heure, une grosse heure, tous ensemble. Donc, je vais déjà vous signaler que le webinaire sera disponible en replay quelques instants après la fin du webinaire. Vous recevrez sur l'email sur lequel vous vous êtes enregistré, donc vous ne raterez rien. Donc, si vous ne pouvez pas assister à tout, pas de souci. Mais en tous les cas, évidemment, posez bien vos questions. Alors, utilisez le fil de chat. Voilà, je vais mettre un petit bonjour à tous. On avait déjà échangé parce qu'on a des petits messages, on a des petits problèmes de son, mais maintenant tout est réglé. Donc, voilà, utilisez bien le fil de chat pour poser toutes vos questions sur HEC Montréal, sur la scolarité, sur évidemment les compétitions, sur les programmes, voilà, sur comment est-ce qu'on candidate. Voilà, le but, c'est de passer, c'est que vous appreniez le maximum de choses sur cette fantastique opportunité de scolarisation, d'études supérieures au Canada, à Montréal, avec HEC Montréal. On a la chance d'avoir aujourd'hui donc une experte, Catherine Turban, qui est associée au recrutement international et au développement d'affaires pour HEC Montréal, et deux témoins privilégiés, puisqu'on a Constance Gential, qui est étudiante française à HEC Montréal, qui est engagée dans les compétitions académiques et dans le monde associatif, et puis Gaspard Geoffrey, étudiant en français lui aussi à HEC Montréal, athlète de haut niveau, rugbyman. Donc, bonjour Constance, bonjour Gaspard et bonjour Catherine, c'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour. Allez, bonjour. Bonjour à tous. Catherine, je vais te passer la parole en premier, si tu veux bien, pour que tu te présentes évidemment, puis que tu nous présentes déjà, même si HEC Montréal est une institution extrêmement connue et reconnue, mais que tu nous redises un peu de quelle école il s'agit. Oui, bien sûr. Alors, bonjour, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous nous écoutez un petit peu de partout sur la planète. Moi, ça me fait plaisir d'échanger donc cette année encore avec le petit journal et puis de pouvoir avoir l'opportunité de s'adresser à vous. Donc moi, ça fait maintenant 9 ans que j'ai rejoint l'aventure HEC Montréal. Pour ceux qui sont basés en Europe, peut-être que vous m'avez déjà vu, vous m'avez déjà croisé sur des événements présentiels, mais aussi en ligne. Je fais pas mal de webinaires aussi également. Et j'ai eu la chance de rejoindre la fabuleuse équipe du recrutement d'HEC Montréal, qui est une équipe internationale qui travaille fort pour justement faire la promotion des programmes. Il faut savoir que HEC Montréal, c'est plus de 150 programmes qui vont du bachelor jusqu'au PhD. Donc, il y a énormément de possibilités et d'expertise représentée. Alors, HEC Montréal, en quelques mots, école de commerce francophone, de par son héritage culturel. On dit souvent d'elle que c'est la plus européenne des écoles nord-américaines parce que dans son ADN, comme dans beaucoup de grandes écoles françaises, elle est très axée sur la recherche. On a des partenaires de prestige. On a par exemple un partenariat avec Oxford sur des questions de développement durable, d'expérience utilisateur. Vous pourrez bien sûr aller voir sur notre site, mais il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. Bien sûr, HEC Montréal, multilingue et international. Beaucoup de communautés, bien sûr, sont représentées à Montréal. Et puis, on peut se vanter aujourd'hui de proposer le plus important programme d'échange en Amérique du Nord, où on a des accords avec un peu plus d'une quarantaine de pays. Et puis, enfin, voilà, une grande école de commerce, triple accréditée et membre de la conférence des grandes écoles. Voilà. Super, merci pour cette présentation. Constance, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Je crois que ça fait déjà, c'est ta troisième année, et plus la prépa, c'est ta quatrième année à passer l'hiver au Canada, c'est ça? C'est ça. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Constance. Je suis étudiante en troisième année au BA de HEC Montréal. Donc, en incluant l'année préparatoire, c'est ma quatrième année ici à Montréal.
Et donc, moi, je suis en spécialisation marketing. J'ai eu la chance d'évoluer pendant ces années à HEC Montréal et également de m'impliquer dans les compétitions universitaires et particulièrement dans les compétitions académiques. Donc, c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui pour vous partager cette expérience et toutes les opportunités que j'ai eues à HEC de m'épanouir en parallèle des cours. Super, merci beaucoup Constance. Gaspard, pareil, je vais te laisser te présenter. Toi, si j'ai bien compris, tu es aussi en troisième année et c'est avec un ballon ovale que tu t'éclates. Ouais, exactement. Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Gaspard, je suis en troisième année au BAA et en spécialisation finance et entrepreneuriat. J'ai fait l'année préparatoire avec Constance, donc ça fait aussi 4 ans que je suis à Montréal. Et effectivement, on va vous raconter un petit peu nos parcours et tout ce que l'école a pu nous apporter en dehors de l'aspect éducatif. Mais je me suis aussi beaucoup impliqué au niveau sportif au sein des Carabins, donc une, une structure d'étudiants athlètes dont je vais parler en détail plus tard. Mais voilà. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, on va rentrer bien dans le détail. Les internautes, n'hésitez pas à utiliser le fil de chat. Dites-nous déjà un petit peu où vous êtes. Il y a Jackie qui nous a laissé un petit message. Dites-nous, faites-nous un petit coucou. Dites-nous, est-ce que vous êtes déjà sur le continent américain, en Europe, ailleurs. Voilà, Victor est à Madrid. Bienvenue, Victor. Et puis surtout, utilisez bien pour après poser toutes vos questions. On essaiera de répondre à tout le monde. Enfin, on répondra à tout le monde. Enfin, ils répondront à tout le monde plutôt que moi. Peut-être avant d'évoquer justement la place des compétitions, qui est le thème du webinaire aujourd'hui. Catherine, peut-être un mot pour nous présenter le BAA dont a parlé Gaspard, donc baccalauréat en administration des affaires. Quel type de programme c'est, en combien d'années, quels sont un petit peu les contenus pour qu'on comprenne bien? Tout à fait. Donc, alors, il s'agit, donc au Québec, on parle de baccalauréat en administration des affaires. Donc, c'est l'équivalent d'un premier cycle, d'un bachelor, d'une licence. Et c'est un programme en 4 ans qui se décline donc par une année préparatoire et ensuite suivi de 3 ans. Comme l'ont dit Gaspard et Constance, donc ils ont tous les deux fait l'année préparatoire puisqu'ils sortaient de terminale d'un lycée français. Et cette année, en fait, année préparatoire, elle se décline en fait sur vraiment une année de remise à niveau, une année où on va aussi découvrir la culture québécoise, l'histoire du Québec. On commence à être initié au monde des affaires. C'est aussi une année d'intégration. Et pour s'intégrer, il y a un programme de mentorat, bien sûr, qui est là, avec une coordinatrice spécialisée qui est là pour l'année préparatoire, pour justement commencer à sensibiliser les étudiants internationaux aux différents enjeux, à la pédagogie aussi, qui s'avère être différente. Voilà, donc c'est toute une période d'installation, d'intégration. Et puis, suite à ça, s'en viennent les 3 années du programme. C'est un programme de calibre international, c'est vraiment une expérience nord-américaine des affaires. Et comme je disais, l'intégration, elle est vraiment active parce qu'elle se fait grâce aux initiatives du comité d'accueil et des associations étudiantes qui sont vraiment là très présentes pour aider les étudiants internationaux à s'intégrer. Les étudiants ont le choix entre 15 spécialisations. Donc, on retrouve les spécialisations classiques type marketing, management, affaires internationales. On en a aussi d'autres. On a l'entrepreneuriat qui fonctionne très bien, la finance, l'économie appliquée. Voilà, enfin vraiment, je dirais, c'est très pluridisciplinaire et il y en a pour tous les goûts. La formation peut se faire tout en français ou en bilingue avec l'anglais, avec même une mention trilingue avec l'espagnol, mais sous certaines conditions. Bien sûr, la possibilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, programme d'échange, on a énormément, beaucoup de partenaires, des doubles diplômes aussi, avec l'université de Bocconi, par exemple, à Milan, avec l'ESCP, des bourses qui peuvent être accordées selon d'où vous venez dans le monde et puis selon votre profil. Et puis, je terminerai en parlant quand même du corps professoral qui est très engagé.
c'est des cours, c'est une question qu'on me pose souvent, mais c'est des cours en petites cohortes, ça veut dire des petits groupes, hein, vraiment à taille humaine, où là, les étudiants vont être initiés à vraiment renforcer les échanges, le partage, vraiment le travail en équipe, hein, Constance et Gaspard en parleront peut-être tout à l'heure, mais l'apprentissage est vraiment mis en avant avec du travail en équipe. Donc, c'est vraiment le moyen aussi de tisser de belles amitiés et puis commencer à se constituer un beau réseau professionnel. Voilà. Merci Catherine. Gaspard, peut-être pourquoi tu as fait ce choix il y a maintenant plus de 4 ans, mais pourquoi tu as choisi HEC Montréal? Qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce qui t'a plu, tenté? Quels auraient été un peu les critères que tu as retenus? Oui, oui. Alors, il faut savoir que quand j'étais au lycée, donc en première terminale, j'avais beaucoup d'attirance pour l'Amérique du Nord, la culture nord-américaine de manière générale. Et j'avais cette envie de partir à l'étranger, faire mes études supérieures, et un peu cette liberté aussi d'être seul et de faire mon chemin tout seul. Et vraiment, quand j'ai découvert HEC Montréal, en fait, ça réunissait tout ce que je cherchais, on va dire. C'était la culture anglophone mélangée à la francophone, une ville dynamique qui est quand même une grande ville, Montréal mondiale, et une bonne école avec un très bon niveau. Donc vraiment, c'est ça qui m'a tout de suite plu à HEC Montréal. Vivre une expérience à l'étranger, rencontrer de nouvelles personnes du monde entier, découvrir la culture locale, canadienne, québécoise. Donc vraiment, c'était principalement ça. Un beau programme, en effet. Toi, Constance, quelles étaient un peu tes motivations et un petit peu comment s'est passée ton intégration? Est-ce que c'était plus ou moins facile ou est-ce que tu as été aussi assez aidé par l'école, justement, par ce qui est mis en place? Oui, donc moi, pour mes motivations, je rejoins beaucoup Gaspard. J'avais envie de voyager, de partir étudier à l'étranger dans un nouveau pays. J'ai fait mon lycée donc à Paris, en France, et j'avais envie de voir autre chose. Et c'est vrai qu'en regardant les différentes écoles qui étaient à l'étranger, Catherine tout à l'heure mentionnait HEC Montréal comme l'école la plus européenne d'Amérique du Nord. C'est vraiment ça. C'est qu'en partant à Montréal, c'était à la fois le dépaysement, partir dans une université en Amérique, mais c'était aussi un peu rassurant de se dire que les gens parlaient français, j'allais avoir un accompagnement. Il y avait aussi une communauté française très installée dans la ville. Donc c'était à la fois cette idée de prendre mon autonomie et partir, mais aussi un peu rassurant de rester un peu à Montréal. Et donc, pour ce qui m'a aidé les ressources m'ont permis de m'installer à Montréal. Il y en a vraiment beaucoup qui sont données par l'école. Surtout quand on passe par l'année préparatoire, il y a beaucoup de ressources mises en place. Moi, je sais même pour trouver ma colocation en arrivant en prépa, je ne connaissais pas forcément les autres personnes de mon année ou même comment trouver un logement. Il y a des ressources même pour ça. Donc, on est vraiment accompagné pour toutes les petites choses qu'on a besoin de faire quand on s'installe en fait dans une nouvelle ville. Et même pour l'intégration au niveau de l'école, au niveau de l'intégration dans la promotion. Il y a des comités qui sont là pour nous aider, il y a des mentors qui nous aident à faire notre chemin, à nous donner les clés pour réussir. Donc, ça s'est très bien passé et on est surtout très bien accompagnés en prépa. Bon, super. Mais maintenant, vous êtes comme des poissons dans l'eau depuis avec votre 4e année maintenant à Montréal, au Canada. Allez, on a Julien qui est à Dijon, en Bourgogne. Bonjour Julien, bienvenue. Lucas qui est à Madrid, lui aussi, comme Victor. Alors, je ne sais pas s'ils se connaissent, mais enfin, en tout cas, bienvenue Lucas. Et également Joséphine qui est dans le nord de la France. Bienvenue à tous. Bienvenue tous les internautes, une fois de plus. N'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, première question d'Aurélien, on va évidemment lui répondre. Voilà, on a encore 3 quarts d'heure ensemble, donc soyez pas timides, posez bien vos questions et n'oubliez pas également que ça sera disponible en replay, mais en tous les cas, les questions, vous pouvez les poser en live et pas en replay, donc c'est le moment. Allez, on va répondre à Aurélien avant d'entrer sur le thème des compétitions. Aurélien demande, vous avez cherché votre appartement une fois à Montréal ou avant votre arrivée? Alors là, du coup, Gaspard, je te laisse répondre, puis Constance après. Ouais, alors effectivement, alors moi, c'était pas forcément la meilleure chose à faire, mais mes parents sont venus m'aider à m'installer. Donc c'est une chance que pas tout le monde n'avait dans ma promo, mais on est arrivé sans avoir fait de recherche, donc ça a été assez confus au début, mais j'ai fini par trouver sur un site qui s'appelle Get Your Place. Donc j'avais trouvé une colocation dans un bon quartier de Montréal pour pas trop cher. Mais si j'avais un conseil, ce serait de peut-être faire une liste d'appartements à visiter avant d'arriver.
Ouais. pour pas se retrouver sans rien avant la rentrée. Et toi, Constance, tu étais passée par l'école, c'est ça? Moi, je suis passée par l'école pour trouver ma colocation. Donc, mon aide préparatoire, je l'ai fait avec 2 autres filles qui étaient dans ma promotion. Et donc, j'ai eu la chance que l'une de mes colocs était à Montréal pendant le mois d'août, était venue visiter un peu le Québec avec ses parents. Donc, c'est elle qui a fait les visites, mais on était à distance avec l'autre colocataire pour regarder les visites avec elle. Et donc, j'ai eu la chance d'arriver vers mi-août avec déjà mon appartement et ma colocation de prête. Mais c'est assez facile de trouver un appartement en arrivant, surtout dans le quartier de l'école. Il y a beaucoup d'appartements avec des étudiants qui bougent chaque année, donc qui se libèrent assez rapidement. Donc, je dirais que moi, je suis passée par la marketplace de Facebook. Il y a beaucoup d'annonces qui sont postées là-dessus, mais il y a beaucoup de ressources, de sites internet pour trouver facilement. Oui, puis moi je rajouterais que on a une semaine d'intégration pour les étudiants internationaux. Et pendant cette semaine, on organise des ateliers pour aider justement ceux qui n'ont pas de piste pour le logement. Et puis, pour les chanceux et pour ceux qui l'ont choisi, on a aussi une résidence qui s'appelle la résidence d'Arlington, qui est offerte aux étudiants de la prépa. Bien sûr, on n'a jamais assez de chambres par rapport au nombre de demandes, donc on a bien sûr des listes d'attente, etc. Mais certains étudiants, en tout cas, peuvent en bénéficier de la résidence. C'est sûr que c'est très pratique parce que c'est juste à côté du campus, donc quand on a cours très tôt le matin ou quand il y a 30 cm de neige, ça fait pas très long pour aller en cours. Mais voilà, donc il y a vraiment différentes possibilités. Et puis, comme disait Constance, HEC Montréal, c'est plus de 14 000 étudiants. On est sur le même site que Polytechnique Montréal et l'Université de Montréal. Donc, il faut bien se dire que voilà, tout autour de ce pôle universitaire, il y a énormément de locations étudiantes. Voilà. Très bien, super. Allez, on va parler des compétitions et après on prendra la question de Ludivine, de Slimane. Restez en ligne, hein. On va juste aborder, on va commencer par aborder le thème d'aujourd'hui qui sont la place des compétitions, comment les compétitions façonnent les leaders de demain. Et en fait, Catherine, j'aimerais que tu me décrives en fait c'est quoi les compétitions à HEC Montréal et à quel point ces compétitions sont importantes dans la vie de l'école et dans le cursus. Alors, en fait, on a vraiment de la chance à HEC Montréal parce qu'on a un service dédié aux compétitions universitaires, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres universités. Les compétitions, en fait, sont jouées à 2 niveaux, surtout au niveau du programme du BAA, donc le programme bachelor, et au niveau de notre programme exécutif, le MBA. Il faut savoir que c'est HEC Montréal qui a initié il y a 38 ans les jeux, ce qu'on appelle les jeux du commerce. Donc, Constance pourra en parler tout à l'heure. Voilà, c'est un événement qui est reconnu au niveau international et qui est très prisé au niveau des universités nord-américaines, que ce soit les universités asiatiques également. Enfin, voilà. Au niveau des compétitions, en fait, ce qui se passe, c'est que on recrute et on forme les étudiants qui représentent l'école au sein de ces compétitions. On les encadre, on les coach et donc ils sont amenés à résoudre des cas d'entreprise, des simulations, des débats. C'est vraiment l'occasion de participer à des activités pédagogiques à part entière, d'avoir vraiment une expérience d'apprentissage unique, de mettre en pratique les acquis appris dans les cours, développer les compétences interpersonnelles, développer ses soft skills, construire son réseau professionnel et puis après, se démarquer auprès de futurs recruteurs. Donc, c'est vraiment quelque chose je dirais, qui transforme aussi la personne, qui permet d'évoluer d'une certaine façon. Et puis, c'est quand même un gros calibre chez nous. Ça prend beaucoup de place parce que c'est 50 compétitions par année. Ça concerne à peu près 2000 étudiants et puis 500 coachs quand même mobilisés. Et je dirais que c'est une activité qui rejoint le plus d'étudiants en termes d'activité professionnelle et qui implique aussi le plus de diplômés. En termes d'encadrement. Donc, c'est vraiment très, très important. Voilà, faut pas oublier que voilà, on est en Amérique du Nord, donc l'idée de la compétition est quand même très importante.
Ouais, je pense qu'on saisit bien et on va l'avoir avec le témoignage de Constance et de Gaspard, mais c'est pas quelque chose de parallèle en fait, c'est vraiment intrinsèque à l'année Tout à scolaire et au fait. cursus, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Bah, du coup, peut-être Constance, dis-moi un petit peu, alors qu'est-ce que c'est ces jeux du commerce? Explique-moi de quoi il s'agit simplement, et puis comment toi tu t'es impliqué là-dedans, qu'est-ce qui t'a attiré, plu, et concrètement comment ça se passe? Donc les Jeux du commerce, c'est une compétition qui a été créée par un groupe d'étudiants de HEC il y a maintenant 38 ans, qui réunit en fait toutes les universités, enfin 13 universités de l'Est du Canada. Donc il y a des universités de l'Ontario, du Québec et du Nouveau-Brunswick qui s'affrontent dans différentes disciplines. Et en fait, on résout des cas, donc des entreprises qui nous donnent des mandats, des problèmes qu'ils ont. Et on a un certain temps, un temps limité pour en équipe résoudre, trouver une solution et pitcher à l'entreprise. Donc c'est très stimulant, ça nous permet d'appliquer tous nos apprentissages de cours, mais et surtout de rencontrer, développer un réseau professionnel auprès des entreprises. Donc moi, ça m'a beaucoup attirée. Une des peurs que j'avais en arrivant à HEC, j'étais très impliquée au lycée, je faisais beaucoup de danse, beaucoup de musique, etc. Et j'avais peur de perdre un peu cette implication extrascolaire en arrivant à HEC et d'avoir uniquement les cours. Et je dirais que les compétitions, ça m'a vraiment aidée sur ce point-là, d'avoir vraiment une opportunité de m'impliquer, de me donner des objectifs, de me dépasser en dehors des cours. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller là-dedans. Et forcément, avec tout ce soutien, cet encadrement autour des compétitions, on a envie d'aller de plus en plus loin, de donner des objectifs de plus en plus gros. Les Jeux du commerce, c'est un objectif que je m'étais donné en arrivant. Donc, il y a cette possibilité de progresser aussi au sein des compétitions. Ouais. Et du coup, il y a une dimension aussi, j'imagine, sociale. Ça te permet de rencontrer des gens, de travailler en équipe, de faire des connaissances. C'est important? Oui, bah, vraiment, ça a participé vraiment, vraiment beaucoup à mon intégration, en particulier avec d'autres étudiants québécois, parce que je dirais en arrivant à HEC Montréal, mes colocataires étaient françaises, mes premières amies étaient françaises. C'est assez facile de rester dans sa zone de confort. Donc, Ouais. en faisant des compétitions, on ne choisit pas forcément les personnes avec qui on va être en équipe. Donc, ça me permet de rencontrer des personnes qui aujourd'hui sont des amis que j'ai rencontrées pendant les compétitions et de tisser des belles amitiés. Et aussi de travailler en équipe parce que c'est tous des profils très compétitifs, qui on a tous envie de gagner. Donc apprendre à travailler avec des personnalités différentes aussi, ça aide beaucoup. D'accord. Et tu as participé à ces jeux donc chaque année, ou c'est qu'en première année, ou tu peux participer mélangé, c'est-à-dire entre différentes années? Il y a une édition chaque année. Généralement, c'est des étudiants de deuxième à troisième année qui y D'accord. participent parce qu'en première année, donc les étudiants arrivent, découvrent les Oui. compétitions, s'entraînent un petit peu à l'interne, se font repérer pour être recrutés. Puis en deuxième et troisième année, on part représenter donc HEC face aux Est-ce que tu as un universités aux Jeux exemple, du commerce. tu as un exemple de cas sur lequel tu as travaillé? Peut-être que vous avez gagné d'ailleurs, dis-nous. Oui, donc moi, l'année dernière, j'avais fait le cadre de gestion des ressources humaines. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que moi, je suis en spécialisation marketing, donc c'est pas forcément une discipline que je connaissais, mais grâce à tous les coachings qu'on a eus, les entraînements, etc., j'ai représenté HEC Montréal dans cette discipline de ressources humaines. Et donc, on a gagné l'année dernière sur ce cas-là. J'ai eu l'occasion d'y retourner cette année aussi pour le cas de stratégie, donc c'était aussi interactif 24 heures, c'est un cadre stratégie qui dure 24 heures, qui était aussi très intéressant. Eh ben, félicitations, Constance. Bravo pour ce beau succès et puis pour participer. Gaspard, toi, tu vas nous parler un petit peu de ton expérience. Alors, bon, je sais, tu fais donc tu es rugbyman, hein, tu participes à des compétitions de rugby, je pense. Donc ça, je dirais que c'est un peu plus, ça paraît un peu plus classique, mais comment ça s'organise avec l'école, avec HEC, et en quoi finalement, toi qui es un athlète de haut niveau, un rugbyman, les études que tu suis à HEC Montréal te permettent de combiner tout ça? Ah, Gaspard, est-ce que tu m'entends? Ah, oui, mince. Bon, alors, allez, il va se reconnecter et du coup, il va pouvoir répondre. Peut-être que Catherine, ouais, le revoilà. Alors, Allô, ouais, C'est bon. jusque-là. Si tu as entendu ma question, tu réponds, sinon je la répète. Vas-y, dis-nous. C'était, oui, sur comment les compétitions sportives. Je voulais que tu me présentes un peu ce que tu fais avec le rugby à HEC Montréal, les carabins. Vas-y, explique-nous un petit peu comment ça se passe. Ouais. Alors, effectivement, donc moi j'ai commencé les carabins, donc c'est une structure d'étudiants athlètes qui en fait représente l'Université de Montréal
HEC et Polytechnique, donc ça représente tout ce campus. Et donc, au sein même des carabins, on a 13 disciplines que tu peux quasiment multiplier par 2 pour le masculin et le féminin. Donc, on a du hockey, du football américain, du rugby, du cheerleading, du volleyball, etc. Et on a à peu près 500 étudiants athlètes. Donc, comment dire, donc, moi, je fais du rugby. C'est un sport quand même très français, pas très développé ici, mais vraiment, il y a de tout. Et le sport le plus connu reste le football américain. Mais voilà. Donc, c'est. Comment dire, en fait, ça prend beaucoup de temps, mais il y a une partie en fait, qui est professionnalisante dans le sens où ça t'apprend à organiser ton temps. Tu es aussi confronté à des personnalités différentes et à des gens d'autres universités, donc des ingénieurs de Polytechnique, des gens en droit de l'Université de Montréal. Donc, le gros point positif, c'est aussi que tu sors de l'écosystème d'HEC bien sûr, tu gardes tes amis de HEC, mais tu découvres des gens qui ne font pas les mêmes études que toi, et ça peut clairement te servir pour ton réseau plus tard. Et voilà, donc tu rencontres aussi les Québécois. On n'est pas que des Français non plus, mais voilà, c'est du haut niveau. C'est une structure vraiment semi-pro. On a du coaching, des préparations mentales, des aides aux études. Des aides pour les papiers d'immigration pour certains. C'est très, très bien encadré. On a créé des... en fait, je ne sais pas si on va en parler plus tard ou si j'en parle maintenant. Mais, Vas-y. En fait, on a créé des comités professionnalisants. Donc, on a un comité communication pour faire toute la communication de l'équipe, un comité événementiel pour organiser des événements avec l'équipe, un comité de finance dont je fais partie qui sert à lever des fonds. Et en fait, c'est encadré de telle manière à ce que ça te fasse une expérience professionnalisante. Donc, dans les autres équipes aussi, ils font ça. Mais voilà, en fait, ça prend du temps, donc je ne suis pas forcément dans le monde associatif d'HEC, mais il y a quand même ce côté où je ne fais pas que du sport, il y a aussi une partie plus en lien avec mes études derrière. Ouais. Donc, ce que je comprends, c'est que le rugby, c'est un vecteur social. Ça te permet de rencontrer plein de gens, de vraiment sociabiliser, mais c'est aussi un vecteur quelque part pédagogique parce que à travers le rugby, vous avez des leviers professionnels puisque vous occupez de la com de l'équipe, des finances. Et si je peux rajouter juste quelque chose. Bien sûr. Donc ça, c'est l'équipe Carabin, mais au sein le groupe Carabin, c'est une énorme famille. On va jouer contre d'autres universités de McGill, de Concordia, d'autres universités de Québec, etc. Donc, c'est aussi d'autres étudiants que tu rencontres par la suite avec qui tu peux sympathiser. Donc, en fait, je connais d'autres étudiants de McGill grâce à ça, de Concordia, et ça élargit en fait beaucoup plus ton réseau que HEC, bien que HEC, ils soient énormes aussi. Mais c'est clair que ça professionnalise les jeunes qui arrivent. Et alors, est-ce que tu as l'impression, et après je poserai la même question à Constance, est-ce que tu as l'impression justement que ça, c'est quand même une spécificité forte de HEC Montréal et c'est peut-être pas quelque chose que tu aurais pu trouver en France de la même façon, c'est-à-dire qu'on puisse autant t'entourer sur cette partie-là, qui est quelque chose que tu aimes, jouer au rugby, et qui t'apporte autant dans ton parcours universitaire et professionnalisant. Exact. Ça m'a apporté de la rigueur, évidemment. Et par rapport à ta première question sur est-ce qu'on retrouve ça ailleurs, c'est clair que là, on se rapproche beaucoup plus du sport universitaire américain, bien que ce soit peut-être pas les mêmes dimensions, on s'entend, mais c'est clair qu'il y a une rigueur et une ferveur des gens autour du sport universitaire qu'on ne retrouve pas en France. Il y a beaucoup plus d'argent investi ici, beaucoup plus de choses développées pour le sport, autour du sport. C'est clair qu'il n'y a rien de comparable en fait à ça en France. Et toi, Constance, du coup, alors là, il ne s'agit pas de sport, mais il s'agit de compétition aussi avec les Jeux du commerce. Tu as aussi cette sensation, en fait, que l'école organise et tout est organisé pour pouvoir justement s'épanouir au-delà des simples cours. Oui, c'est ça. Je pense que quelque chose qui m'a plu le plus
toutes les opportunités qu'on a de s'intégrer en dehors des cours. Je sais pas. On t'a entendu. Donc, c'était exactement ça, de m'impliquer en dehors des cours. Et surtout, un truc qui est très nord-américain et que j'aime beaucoup aussi, c'est ce sentiment d'appartenance à son université qui est beaucoup plus fort en fait ici qu'en France. Donc, quand on part représenter HEC Montréal, on porte les couleurs d'HEC Montréal. C'est toute la réputation de l'école en fait. Donc, on est très fiers de gagner en plus pour représenter notre école. Donc, je dirais que ça, c'est aussi quelque chose de très stimulant qu'on n'a pas forcément dans les écoles en France ou en Europe et qui me plaît beaucoup aussi dans cet aspect des compétitions. Et c'est aussi pour ça que l'école met autant de moyens pour nous former, nous développer des compétences et toute l'autonomie et les responsabilités qu'on acquiert en faisant ces compétitions. Les entreprises qui viennent nous écouter, elles sont vraiment intéressées par les solutions qu'on leur propose, les idées qu'on peut leur amener. Et donc, c'est valorisant aussi pour nous en tant qu'étudiants d'être confrontés justement à des personnes qui sont vraiment sur le marché du travail et d'avoir ces responsabilités de résoudre des vrais enjeux du monde du travail. Super. Allez, on va répondre un petit peu aux questions des internautes. On est à peu près à la moitié de ce webinaire, donc on va répondre à tout le monde là. Et puis, n'hésitez pas à poser bien d'autres questions. Une fois de plus, je rappelle que le webinaire, si vous avez raté le début, vous n'avez rien raté parce que vous recevrez le lien du replay quelques instants après. Je vois Catherine, elle a un magnifique suite chez HEC Montréal. Oui, et oui, je le mets souvent. Je l'aime bien. Je n'ai pas mis mon suite petit journal, mais j'aurais pu. En tous les cas, ça fait plaisir d'entendre des étudiants qui sont fiers de leur école. Allez, on prend les questions, je les prends un peu dans le désordre, mais Catherine, tu vas me répondre, puis Gaspard et Constance, si vous avez des témoignages ou des choses à ajouter, évidemment, n'hésitez pas. Ludivine demande, quels sont vos partenaires aux US pour les échanges? Alors, je les connais pas tous, hein, on vous les enverra de toute façon post-webinaire, mais je sais qu'on a un partenariat avec l'Université de San Diego et on a surtout aussi des écoles d'été. On a signé là un beau partenariat avec Stanford, on a une école d'été avec Berkeley aussi. Donc oui, il y a des choses, pas mal de choses qui sont possibles avec les universités américaines. Alors, Lucas, qui je crois est à Madrid, demande quelles sont les conditions d'accès à la filière trilingue. Donc, j'imagine, Lucas, que c'est sur l'espagnol. Oui, alors, comme je disais, là maintenant, on a mis sous condition l'accès. De toute façon, quand vous rentrez en année préparatoire, c'est pas à ce moment-là que vous allez faire votre choix sur le cheminement linguistique. Donc, selon vos résultats à l'année préparatoire, on vous guidera pour faire la mention trilingue ou alors rester sur la mention bilingue. Voilà. Mais c'est pas quelque chose qui se fait tout de suite là au moment de l'admission. Donc, vous serez guidé par vos professeurs et votre mentor. Très bien. Une question de Christophe qui demande combien y a-t-il d'étudiants en prépa et combien d'étudiants par classe? Alors, on part en général sur entre 250 et 300. Et au niveau du nombre d'étudiants, je disais tout à l'heure, des classes à 50-60. Constance et Gaspard vont me dire, voilà, plutôt, oui, on est plutôt sur ces effectifs-là. Comme je disais, c'est de petite taille. Ok, très bien. Alors, je vois que les internautes se répondent entre eux, tant mieux. Il y a Christophe qui demandait s'il y avait des groupes WhatsApp pour trouver une coloc et Paul-Louis a recommandé Welcome sur Insta et Loris à Montréal. Bon, voilà, donc je pense que c'est un bon trio. Je sais que nous, en tout cas, on a aussi un groupe Facebook qu'on appelle le Facebook des parents. Donc, ça peut rassurer aussi les parents parce qu'on a certainement des parents qui nous écoutent. Donc, il y a un groupe où il y a des petites annonces qui sont échangées. Souvent, il y a des parents aussi même des étudiants, mais des parents qui vont dire, tiens, mon enfant prend tel vol pour la rentrée. Et puis là, il y a d'autres parents qui disent, ah, mais mon fils sera dans le même vol. Et puis, ils commencent déjà à prendre contact avant d'embarquer. Donc, ça, c'est plutôt sympa aussi. Bon, super. De toute façon, je pense que ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'école est vraiment ressource et que du coup, il faut vraiment pas hésiter, Catherine, à vous solliciter pour ces questions de logement, pour être aidé avant même l'arrivée, quoi.
Allez, 2 autres questions. Joséphine qui demande quel niveau faut-il pour intégrer une équipe sportive? Alors, par exemple, toi, Gaspard, est-ce que tu étais déjà un rugbyman de très bon niveau ou est-ce que c'est ouvert un peu à tout le monde? Là, on parle pas simplement de sport loisir, on parle de sport compétition. Ouais. Alors, donc moi, en France, je viens de Bordeaux. Je vais dire que c'est le sud-ouest, la terre un petit peu du rugby. Donc, j'ai joué quand même 9 ans avant d'arriver à Montréal. Donc, j'avais été recrue de l'année, donc je pense que j'ai été plutôt bon depuis que je suis au Canada. Mais il y a un très très haut niveau dans le sens où ça dépend des sports, quel sport tu veux faire. Mais c'est du très haut niveau dans le sens où les joueurs de volleyball masculin et féminin visent une carrière professionnelle après. C'est pareil pour le football américain ou le hockey féminin. C'est très très sérieux pour eux. Nous, le rugby, on est moins dans cette optique. Il y en a certains qui visent l'équipe Canada, mais vu que c'est pas aussi développé que ces autres sports, on se projette moins. Mais c'est sûr qu'il y a de grosses attentes selon les sports, mais il faut venir essayer. Moi, l'année préparatoire, je n'avais pas fait les carabins parce que j'avais envie de m'intégrer et de réussir mes cours et de ne pas forcément rajouter des sports en plus. Mais parce qu'on m'avait dit justement des choses fausses sur les carabins, comme quoi c'était insoutenable l'allure sportive, etc. Mais donc, il ne faut pas écouter ce que les gens te disent forcément. On va essayer, mais c'est sûr qu'il faut quand même un bon niveau. Tu ne peux pas venir et découvrir le sport. Voilà. Bien sûr. Ok, allez, on va prendre d'autres questions. Merci Gaspard. Ludivine demande quelle moyenne générale attendez-vous pour être accepté? Donc là, c'est Catherine, tu vas peut-être nous dire un petit peu quels sont vos critères en termes de recrutement. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que nous, donc, on est sur une admission sur dossier, sur critères académiques uniquement. Vous n'avez pas besoin de fournir une lettre de motivation, hein, c'est souvent une question qu'on me pose. Donc, on va en fait demander la spécialité mathématique en première, la spécialité mathématique ou option mathématiques complémentaires en terminale, et cela avec le baccalauréat avec la mention bien minimum. Voilà. Donc voilà, c'est des critères très très précis. Donc il faut avoir la bonne spécialité et puis ensuite obtenir la bonne mention. Alors là, j'imagine qu'on a parmi les gens qui nous regardent, il y a des parents et des lycéens. Est-ce que tu peux nous donner peut-être déjà les dates, quels sont les délais? Est-ce que c'est le moment? Tout à fait. C'est le moment, alors, c'est le moment, oui, parce que en Amérique du Nord, les dossiers sont à faire toujours un peu plus tôt. Je sais que là, pour ceux qui sont en France, ils sont en plein dans Parcoursup. Oui, on est hors Parcoursup. On est oui. International, donc hors Parcoursup. Et chez nous, en fait, il faut déposer ses relevés de notes de première et le premier de terminale sur notre site avant le 15 février prochain. Donc, c'est maintenant. Voilà. Bon, ben voilà, ça c'est très clair. J'espère, les internautes, que vous avez bien écouté. C'est le 15 février, donc c'est le moment de candidater. Et après, quelles sont les échéances? Après, il y a une première présélection avec un entretien. Comment ça se passe? Alors, donc l'échéance, en fait, c'est assez rapide dans le sens où, en général, quand même, courant mars, les étudiants reçoivent leur réponse, voire même des fois un petit peu avant. Mais en général, ils sont fixés en mars. On part sur une prédiction qu'ils vont avoir la mention bien au bac. Donc, on est sur une admission conditionnelle et qui devient définitive si, bien sûr, l'étudiant, au moment des résultats du bac, donc en général, c'est début juillet, obtient la bonne mention. D'accord. Alors, pas d'entretien, pas du tout d'entretien. Non, c'est que sur critères académiques. Ludivine elle demande si elle a une chance de pouvoir intégrer, même si elle n'a pas fait l'option maths en première. Alors, malheureusement, ça fait partie des critères d'admission. Donc, voilà. La réponse est très claire. Pour le premier cycle. Par contre, comme je disais, après, on a 150 programmes, voire aussi des programmes de deuxième cycle, des très bons masters spécialisés qui sont accessibles après un bachelor, une licence. Voilà.
Très bien. On a Aurélien qui demande à quelle date commence la semaine d'intégration et quand recommandez-vous d'arriver à Montréal, si à partir du moment où on est pris à l'école et si le logement est déjà trouvé. Quelles sont les dates de rentrée? C'est tout début septembre, fin août? Alors non, c'est plutôt, c'est pareil, hein, c'est l'Amérique du Nord. Donc, en général, on recommande aux étudiants d'arriver entre le 15 et le 17 août, hein. C'est souvent à ce moment-là que la semaine d'intégration intervient. Je ne sais pas, Gaspard, vous et toi, Constance, quand vous étiez arrivés, mais en général, c'est toujours mi-août, hein. C'est plutôt en Amérique du Nord. Oui, c'est ça. Les cours commencent généralement la dernière semaine d'août, donc vers le 25 août. Et la semaine juste avant, c'est donc la semaine d'intégration où il y a toutes les activités, les ressources, etc. Donc mi-août, c'est parfait. C'est le bon moment pour arriver parce que c'est l'été indien. C'est ça, c'est pas Gaspard. Hein. C'est encore la période des festivals, c'est très sympa, les terrasses, la crème glacée, comme on dit là-bas, en terre des glaces. Donc, très sympa. C'est le bon moment. Elle est encore. Alors, une question de Christophe qui demande la mention bien au bac est-elle obligatoire ou si le dossier scolaire est très bon, est-ce que la mention n'est pas une condition? Non, la mention est une condition. D'accord. Voilà, bien ou très bien. Voilà, donc il faut bien travailler le bac. Voilà. Et bien voilà, Christophe, pour la réponse. Victor, lui aussi est à Madrid, demande si on vient d'un lycée espagnol, il dit un centre espagnol, mais je comprends un lycée. Il est dans une école espagnole en bachibac. Est-ce que, du coup, pour la filière trilingue, c'est le genre de profil qui vous intéresse? Bien sûr, tout à fait. Et puis, de toute façon, on vous enverra les différentes conditions d'admission aussi par rapport, si vous passez le bac international, etc. Nos équipes d'admission connaissent tout à fait les différents bacs qui sont proposés. Là, c'est sûr que j'ai parlé du bac français, de l'enseignement secondaire généraliste, mais on reçoit bien sûr des candidats qui viennent du bachibac chaque année. Très bien, merci. Allez, les internautes, posez vos questions. Il reste une petite vingtaine de minutes. On a encore le temps d'avoir les réponses de Catherine, de Constance et de Gaspard sur la scolarité à HEC Montréal, que ce soit pour y accéder ou pour comment on la vit. Moi, justement, j'ai une question, Constance. J'aimerais que tu me racontes un petit peu qu'est-ce que c'est une journée ou une semaine type à HEC Montréal, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de diversité. On a parlé des concours, des compétitions, pardon. Donc, explique-moi un petit peu comment tu organises ta semaine. Oui, donc c'est sûr qu'on ne s'ennuie pas dans une semaine à HEC Montréal. Il y a vraiment de quoi s'occuper vraiment tous les jours. Donc, je dirais que c'est 5 cours par semaine, donc 5 cours de 3 heures répartis. C'est habituellement un cours par jour. Dans la 2e, 3e année, on peut faire son emploi du temps comme on le veut. Donc, certains décident de mettre tous leurs cours lundi, mardi, mercredi et se laisser un week-end un peu plus long. C'est comme vous voulez. Donc, ça, c'est la charge de cours. C'est une méthode d'enseignement de pédagogie inversée. Donc, ils demandent de préparer le cours en amont en faisant des lectures avant d'arriver au cours. Et le cours est plus sur la pratique, poser des questions, etc. Donc, même si c'est seulement 3 heures par matière en cours, il y a beaucoup de travail qui se fait en amont aussi par rapport à ça. Mais je dirais quand on s'implique aussi en dehors, je suis impliquée dans les compétitions, dans des comités associatifs, ça nous demande aussi du temps pour mener à bien nos activités. Donc, pour les compétitions, par exemple, on a environ, je dirais, dépendamment de la compétition, 7-8 heures de pratique par semaine. Donc, c'est une pratique où on résout un cas en fait en 3 heures. Puis ensuite, on va le présenter à des coachs. Donc ça nous demande aussi un petit peu de temps dans la semaine. Et il y a des activités aussi qui sont organisées. Il y a du temps pour aller profiter avec ses amis. Il y a plein de choses qui sont offertes sur le campus. Aller encourager les carabins pendant le week-end aussi, si on veut. Donc, il y a plein de choses à faire pendant la semaine. Super, donc j'imagine Gaspard, c'est un petit peu pareil pour toi, parce que du coup, tu joues au rugby quasiment tous les jours, ou 3-4 fois par semaine, parce qu'il y a les entraînements, il y a les matchs. Comment ça se passe? Et puis, qu'est-ce que ça t'apporte finalement, je dirais concrètement, dans quelles compétences, qualités ça te permet de développer ou de renforcer, je dirais, au-delà de ta capacité à marquer des essais? Oui, alors évidemment. Après, moi, c'est un sport collectif. Il y a des sports individuels comme le tennis ou le golf, le carabin. Et c'est sûr que déjà le travail d'équipe, tu travailles beaucoup ton leadership, surtout quand tu as plus d'expérience que des jeunes qui arrivent. Ça te rend beaucoup plus mature sur certaines choses. Moi, je n'étais pas très organisé quand je suis arrivé à Montréal et en fait, je me suis rendu compte que grâce au carabin, en fait, tu es obligé de structurer ta semaine
entre la préparation des cours, les examens, les entraînements, la musculation, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le meilleur moyen de réussir à être productif, à ne pas procrastiner, ce qui est un peu un fléau dans notre génération, c'est de remplir ses journées. Donc, je ne sais pas, avec la vie associative, essayer de faire des choses en fait concrètement et les planifier, c'est ce qui m'a le plus aidé dans mon organisation et je le ressens dans mes cours, je suis beaucoup plus attentif, etc. Donc, je dirais que remplissez vos agendas, trouvez des choses à faire. Et... Bon, ben, merci Gaspard, je pense effectivement ça ne manque pas. Qu'est-ce que ça t'a appris, Constance, de ces compétitions, ces jeux, sur notamment ta gestion du stress, de la performance Gaspard parlait d'organisation, de savoir bien s'organiser. Qu'est-ce que tu en retires à titre personnel? Oui, c'est sûr qu'au niveau de la gestion du stress, il y a eu beaucoup d'apprentissage par rapport à ça. Quand on se prépare pendant 4 mois pour une compétition où on pitch pendant 20 minutes à une entreprise, c'est beaucoup d'enjeux pour un moment très précis. Donc, il y a du stress et de la pression qui sont liés à ça, mais on est très, très bien encadré. On a des coachs qui nous accompagnent, on a aussi des mentors, donc qui sont des anciens compétiteurs qui viennent partager leur expérience, discuter avec nous des différents enjeux qu'on pourrait avoir. Donc, c'est aussi, on est très bien entouré. Et je dirais surtout la satisfaction, en fait, une fois que c'est terminé, du travail accompli. Peu importe le résultat à la fin de la journée, on est fiers de ce qu'on a accompli, d'avoir rencontré de nouvelles personnes, de s'être entraîné, d'avoir développé des compétences. Donc, ça aussi, ça permet de minimiser le stress, en fait, de se dire que peu importe le résultat, il y aura quand même il y a toujours du positif qui sort de ces expériences-là. Donc, beaucoup d'apprentissage et surtout de se confronter, en fait, à des situations stressantes. C'est ce qu'il y a de mieux pour apprendre à les gérer par la suite. Donc, c'est vraiment un gros apprentissage que j'ai fait grâce aux compétitions. Super. Allez, on va prendre des questions de... Emeline a plusieurs questions, donc on va y répondre. Peut-être pas dans l'ordre, on va peut-être commencer par les compétitions, puisqu'elle pose... on va répondre à toutes les questions, mais on va commencer par les compétitions, parce qu'elle demande, y a-t-il des partenariats avec des entreprises, type sollicitation des entreprises pour travailler sur des mini-projets? Je crois que c'est vraiment ça, Constance, hein, vous travaillez vraiment sur des business cases proposés par des vraies entreprises. On n'est pas dans du virtuel, là. Non, exactement. C'est les comités organisateurs des compétitions qui vont solliciter les entreprises pour faire des partenariats. Et chaque entreprise fait un cas sur une discipline précise. Donc, il y a des entreprises qui font des business cases en marketing, d'autres en croissance internationale, d'autres en finance. Donc, dépendamment de l'équipe dans laquelle on fait partie, on travaille vraiment sur des vrais cas des entreprises qui sont en partenariat. Et puis, je rajouterais aussi pour Emeline et pour les autres, les étudiants ont aussi la possibilité d'assister à ce qu'on appelle les campus sans frontières. C'est un cours expérientiel, en fait, ailleurs. Donc, ça peut être en Europe, en Asie, voilà. Il y en a à Dubaï, d'ailleurs. Pour vraiment, ce cours, il sert à découvrir le tissu socio-économique d'une ville, d'une région. Donc, il y a des visites d'entreprise, des conférences, des activités culturelles, voilà, et c'est crédité. Donc, voilà, ça peut être aussi une option. Super intéressant, effectivement. Alors, j'avais dit, on va prendre 2 autres questions d'Emeline. La première, Catherine, elle demande quelle est la part d'étudiants internationaux et d'étudiants locaux québécois. Alors, sur les étudiants internationaux, c'est à peu près 30%. Au sein de l'école, donc c'est important. Et au niveau je dirais des continents représentés, on a l'Afrique, on a l'Europe, bien sûr, l'Amérique latine et ensuite l'Asie. Vous, Constance, vous ressentez vraiment cette dimension très internationale, en fait. Vous côtoyez des gens du monde entier. Oui, vraiment. Mais dès l'année préparatoire, on est vraiment plongé dans un milieu international. Il y a des personnes qui viennent de tous les pays, en fait, qui sont là, même si même beaucoup de Français qui viennent de lycées internationaux. Donc, ça fait aussi une très belle diversité. Et en rentrant en plus au baccalauréat, on est encore plus plongé dedans avec les Québécois qui rentrent dans notre promotion aussi. Donc, ouais, c'est beaucoup de nationalités différentes qui sont représentées. Non, super, en voyage avec vous. Emeline demande quels sont les points d'atterrissage professionnel, on va dire les débouchés des étudiants. Est-ce qu'ils restent plutôt sur le territoire nord-américain ou est-ce qu'ils ont des carrières plutôt worldwide?
Catherine, Alors, je te laisse répondre. Peut-être à oui, alors là, c'est vraiment divers et varié, hein. Oui. Je dirais, alors c'est vrai que à HEC Montréal, donc tout à l'heure, je parlais des 15 spécialisations, mais les enseignements sont vraiment adaptés aux enjeux contemporains. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, l'entrepreneuriat, l'innovation, la transition durable, l'éthique des affaires. Donc vous voyez, il y a vraiment une pluralité au niveau du champ d'expertise, ce qui fait que voilà, on va rejoindre vraiment différents secteurs. Mais oui, bien sûr, nos diplômés ont des parcours internationaux. Certains décident de rester quelques années aussi parce qu'ils ont développé leur réseau d'affaires nord-américain. Ils ont une opportunité suite à un stage pour rester bien sûr dans l'entreprise. Mais non, c'est vraiment international. Moi, je suis impliquée dans l'association Europe alumni d'HEC Montréal et aujourd'hui, elle compte plus de 10 000 diplômés en Europe. Donc voilà, ils sont en poste ça peut être des petites structures ou des grands groupes, hein. C'est vraiment divers et variés. Une belle diversité. Peut-être, Gaspard, toi, comment tu imagines ton futur? Parce que là, du coup, tu vas terminer un cycle. Qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Effectivement, donc j'arrive bientôt à la fin. J'aimerais bien refaire une dernière saison au Carabin. Donc, peut-être pas tout de suite graduer, peut-être une session plus tard que ma promo. Mais non, après, je ne sais pas, je suis à la recherche de stage. Et est-ce qu'après mon bac, soit en fait, j'essaie de trouver un travail ici, à Montréal, soit je vise peut-être soit un master en France, soit un master ici. Je suis encore en réflexion là-dessus. Mais ça, ce sera plutôt pour 2027, techniquement. Donc, je me laisse encore une marge de réflexion, mais ce serait soit rester ici, si possible, soit aller faire un master en France. D'accord. Et toi, Constance? Oui, pareil que Gaspard, j'arrive à la fin et je suis en plein dans les candidatures pour les masters de l'année prochaine. Moi, c'est mon plan pour l'année prochaine de partir faire un master spécialisé. Mon objectif, c'est de partir le refaire en Europe. Donc, j'ai envoyé des candidatures en France, en Espagne. J'attends les résultats, donc on verra où je passerai ma rentrée l'année prochaine. D'accord, très bien. Christophe demande, parce qu'on a encore 5-6 minutes, donc profitons, et il demande comment est-ce que vous utilisez l'IA. Alors, j'allais dire les étudiants, vous allez me répondre, et puis Catherine, peut-être plus en termes de programme, est-ce qu'il y a des programmes un peu plus orientés autour de l'intelligence artificielle? Est-ce que vous, c'est un peu votre quotidien, j'imagine, Gaspard? Oui, alors effectivement, l'IA est arrivé en plein milieu de nos études universitaires et ça a changé pas mal de choses pour les examens, pour les travaux à rendre, etc. Il y a des professeurs qui sont plus réticents que d'autres quant à son utilisation, ce que je comprends. Mais je pense qu'il faut vivre avec et apprendre à travailler avec. Il y a certains profs qui en parlent au début de l'année pour établir des règles là-dessus. Mais je ne sais pas, pour l'élaboration des programmes, je ne sais pas comment les profs utilisent l'intelligence artificielle, mais elle tend à être de plus en plus encadrée en tout cas. Constance, peut-être par rapport à ton approche à toi? Oui, je dirais comme Gaspard, ça dépend vraiment du cours ou du professeur, mais ce que je retiens beaucoup, c'est que les professeurs nous apprennent à bien l'utiliser. Donc, plutôt que de nous l'interdire, ils nous encouragent pour différents projets à faire appel à l'IA, mais surtout à bien spécifier, à le noter comme source et à l'utiliser de manière intelligente pour qu'il enrichisse nos travaux plutôt que de l'utiliser comme un raccourci. Donc, je dirais que c'est beaucoup dans cette voie-là qu'ils essayent de nous modifier les apprentissages. Très bien. Catherine, tu veux peut-être Oui, préciser? moi je dirais ça fait vraiment partie du cœur de l'apprentissage et comme le dit très bien Constance, c'est-à-dire que le but c'est de ne pas remplacer des métiers par l'IA, mais que l'IA facilite les futurs métiers de demain et facilite les métiers d'aujourd'hui, dont l'enseignement. Donc, il y a des chartes, bien sûr, qui sont revues et puis on a de plus en plus d'experts.
Et la question, Christophe, tombe à pic, puisque d'ici à peu près une quinzaine de jours, on va avoir une masterclass que je vais animer avec un professeur justement expert sur ces questions-là. On a aussi quelqu'un là, un professeur d'HEC Montréal qui s'appelle Monsieur L'Espérance, qui a un très très beau nom de famille, qui a gagné un prix, qui a sorti un livre. Donc voilà, allez voir aussi un petit peu les publications de nos professeurs, nos experts, parce que ça peut être intéressant si c'est un sujet qui vous intéresse. Mais bien sûr, oui, ça fait partie du cœur de la formation sur le côté académique, parce qu'il faut s'y mettre et que voilà, à HEC Montréal, on forme les futurs gestionnaires, les futurs leaders de demain. Donc, ils auront des équipes à encadrer en utilisant bien sûr l'intelligence artificielle et au quotidien. Donc, ça fait partie de la réflexion de l'école en tout cas. Très bien. Allez, on va répondre à une toute dernière question et puis après, je vous donnerai le mot de la fin, évidemment. Lucas demande s'il existe un lien entre HEC Montréal et HEC Paris, Catherine. Alors, il n'y a pas de lien en soi. Il faut savoir que le sigle HEC est né à Montréal et ensuite a été décliné en France, en Belgique, en Suisse. On a des échanges de professeurs entre HEC Paris et HEC Montréal, mais on n'a pas de lien direct. Je dirais que, alors on est bien sûr toutes les deux écoles de commerce, mais chacune a son originalité. Donc, tous les points qu'on a évoqués, bien sûr, pendant cet échange. Et puis, je dirais qu'à HEC Montréal est quand même beaucoup à la pointe sur les questions expérience utilisateur, on parlait de la cybersécurité, l'intelligence artificielle. À HEC Montréal aussi, on a des programmes sur la gestion des arts. Donc, vraiment, selon la spécialité que vous cherchez, les domaines qui vous intéressent, voilà, allez voir ce qu'on propose. Ça peut être une originalité ou pas, mais ça dépendra voilà, de ce que vous recherchez. Très bien, allez, je vais vous donner la parole pour quelques mots de conclusion. Peut-être Gaspard nous parler un petit peu, est-ce que c'est agréable de vivre à Montréal, d'y étudier, d'y faire du sport, même l'hiver quand il fait froid? Ouais, c'est sûr. Montréal, c'est une ville qui est quand même à taille humaine avec les transports. L'été et l'hiver, c'est quand même des extrêmes en termes de température, mais non, la ville est incroyable. Chaque quartier a sa spécificité. Le Mont-Royal, au plein milieu de la ville, qui permet d'aller faire des balades, de voir des points de vue magnifiques sur le centre-ville. Tu as des petites îles, le fleuve Saint-Laurent, tu peux aller te balader dans le Vieux-Port, qui est un quartier historique, qui fait beaucoup penser à l'Europe quand tu as un petit coup de mou. Non, c'est une ville très, très agréable. Le centre-ville, c'est un peu un mini New York, même s'il ne faut pas trop comparer. Mais tu as plein de choses à faire, plein de restaurants à goûter, plein d'activités l'été à faire. C'est une ville de jeunes. Je pense qu'au total, à Montréal, il y a quoi, 200 000 étudiants dans toutes les universités. Enfin, c'est un truc de malade. Donc, c'est une ville qui respire, dynamique et fait pour les jeunes. Bon. Constance, tu valides? Oui, il a très bien vendu, je confirme ce qu'il a dit. Super. Catherine, allez, je vais te donner la parole pour conclure ce webinaire et peut-être nous rappeler finalement en quoi HEC Montréal, c'est vraiment une formation, une école qui est particulièrement adaptée pour nos jeunes Français, nos jeunes internationaux. On en a qui sont dans les lycées français à l'étranger et qui sont à la recherche d'une école qui est tournée vers le monde. Oui, tout à fait. Le logo d'HEC Montréal, c'est un monde de possibilités, mais je crois qu'on vient vraiment de le décrire et donner des exemples concrets là pendant une heure. HEC Montréal, voilà, on cherche, je dirais, tout le monde à sa place. On cherche des profils curieux, des profils avec plein d'audace, des profils résilients aussi, et puis des personnes qui, comme
beaucoup dans la jeune génération que vous êtes, qui veulent avoir de l'impact, qui cherchent, qui sont en quête de sens. Et donc, on va les amener à trouver des réponses, à se trouver aussi également, parce qu'on évolue. J'imagine Gaspard et Constance n'étaient pas les mêmes quand ils sont arrivés en classe préparatoire. Donc, le fait aussi d'être loin, d'être à l'international, fait que voilà, on évolue aussi au niveau personnel. Donc voilà, donc c'est vraiment tout le monde à sa place et on cherche des profils qui ont envie d'apprendre, d'aller vers les autres aussi. C'est important, donc n'hésitez pas. Puis bon, voilà, c'est une belle expérience, c'est une belle carte de visite. Donc voilà, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Futurs étudiants, HEC Montréal. Sur le site aussi d'HEC Montréal, vous pouvez déposer une demande d'admission pour ceux qui sont en terminale avant le 15 février si HEC Montréal vous intéresse. Et puis, on organise tout au long de l'année des séances d'information, des webinaires comme celui-ci, des lives. Voilà, restez en contact avec nous, rencontrez, écoutez nos étudiants, nos diplômés. Voilà. Il y a plein de beaux partages qui se font. Mais merci beaucoup, Catherine. Merci à tous les trois pour ce webinaire vraiment passionnant. Merci à tous les internautes pour avoir posé vos questions et avoir assisté. Vous aurez le lien du replay dans quelques instants sur votre boîte mail si vous n'avez pas assisté à tout, si vous voulez le revoir, si vous voulez le partager aussi avec d'autres parents lycéens qui pourraient être intéressés par cette formation, cette scolarité. Je rappelle le thème de ce webinaire, HEC Montréal, comment les compétitions façonnent les leaders de demain. Je crois qu'on a eu 2 bons exemples avec Constance Gential et Gaspard Geoffrey. Et merci encore Catherine Turban, associée au recrutement international au développement d'affaires pour HEC Montréal. Bonne journée à ceux qui sont au Canada, bonne soirée à ceux qui sont en Europe ou ailleurs. Et puis, merci à tous et à très bientôt pour d'autres webinaires avec lepetitjournal.com. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir.